Nous en avions parlé il y a quelques semaines et je vous avais promis une vidéo complète sur l'étude de Gunung Padang, ce site indonésien situé sur l'île de Java où se trouverait, selon certains, la plus vieille pyramide du monde. Aujourd'hui, je vous propose donc une immersion étonnante et détonnante dans l'étude publiée par ce groupe de chercheurs qui connaît ses détracteurs, même localement. Pour cela, on va tout reprendre depuis le début. On va reposer les bases, réintroduire le site de Gunung Padang dans son entièreté et avancer pas à pas dans cette étude. Cela permettra de voir s'il y a des raisons pour lesquelles ces hypothèses sont aussi clivantes. Et bien entendu, pour les plus passionnés et les plus curieux, vous retrouverez le lien de l'étude complète dans la description de la vidéo. Donc installez-vous confortablement, l'enquête commence maintenant. Pour vous mettre l'eau à la bouche, commençons par la conclusion de l'étude, pour voir dans quelle direction nous irons et si oui ou non elle constitue une correcte interprétation des résultats. Gunung Padang constitue un témoignage remarquable, étant potentiellement la plus ancienne pyramide du monde. En effet, cette étude met en lumière des compétences avancées en maçonnerie, remontant à la dernière période glaciaire. Cette découverte remet en question la croyance conventionnelle selon laquelle la civilisation humaine et le développement de techniques de constructions avancées n'ont émergé qu'au cours du début du néolithique, avec l'avènement de l'agriculture il y a environ 11 000 ans. Cependant, des preuves provenant de Gunung Padang et d'autres sites, tels que Göbekli Tepe en Turquie, suggèrent que des pratiques de construction avancées étaient déjà présentes alors que l'agriculture n'avait peut-être pas encore été inventée. Les constructeurs de certaines parties de Gunung Padang devaient posséder des capacités de maçonnerie remarquables qui ne correspondent pas aux cultures traditionnelles des chasseurs-cueilleurs. L'enterrement de ces structures, il y a environ 9000 ans, ajoute encore plus d'intrigues pour des raisons qui ne sont pas entièrement comprises. Compte tenu de l'occupation longue et continue de Gunung Padang, il est raisonnable de supposer que ce site avait une importance significative, attirant les peuples anciens à l'occuper et à le modifier à plusieurs reprises. Pour faire progresser davantage nos connaissances sur Gunung Padang, il est essentiel que les recherches futures entreprennent des fouilles complètes. L'utilisation de techniques avancées d'imagerie géophysique et de forage directionnel peut s'avérer déterminante dans l'exploration des structures souterraines, y compris des chambres potentielles. En cas de rencontre avec une chambre ou une cavité pendant les opérations de forage, l'utilisation de caméras peut fournir une documentation visuelle précieuse. De plus, mener des études de datation radiométrique plus approfondies contribuera à obtenir des estimations précises de l'âge des constructions, améliorant ainsi notre compréhension de leur chronologie historique. Cette étude suggère fortement que Gunung Padang n'est pas une colline naturelle, mais une construction en forme de pyramide. Précisons, pyramide à degrés. L'analyse de datation au carbone 14 conforte en outre, selon les chercheurs, la longue histoire de la construction multicouche qui s'étend sur des périodes successives. La construction la plus ancienne présente à Gunung Padang, l'unité 4, était probablement à l'origine une colline de lave naturelle avant d'être sculptée puis enveloppée architecturalement au cours de la dernière période glaciaire entre 25 000 et 14 000 avant notre ère. Avant de poursuivre, je me permets une petite digression concernant Göbekli Tepe qui vient d'être mentionné. Le problème est à la fois plus nuancé et plus simple. J'en ai parlé longuement dans une série de vidéos dont je vous ai mis les liens une fois de plus dans la description de la vidéo. Allez voir, vous comprendrez mieux comment les apparences sont parfois trompeuses. L'étude multidisciplinaire de Gunung Padang aurait révélé des preuves irréfutables d'un site mégalithique complexe et sophistiqué. Les corrélations entre les stratifications rocheuses observées à travers les éléments de surface, les tranchées et carottes, combinées au tomographe sismique, démontrent la présence de constructions multicouches s'étendant sur environ 20 à 30 mètres de profondeur. De plus, les opérations de forage ont révélé d'importantes pertes d'eau, confirmant encore davantage la présence d'espaces souterrains. La datation au carbone 14 des sols organiques des structures a révélé plusieurs étapes de construction remontant à des milliers d'années avant notre ère, la phase initiale remontant à l'ère paléolithique. Ces découvertes offrent des informations précieuses
sur l'histoire de la construction de Gunung Padang, mettant en lumière les capacités d'ingénierie des civilisations anciennes au cours de l'ère paléolithique. Gunung Padang a depuis longtemps fait l'objet d'études archéologiques, géologiques et géophysiques approfondies. Les premières descriptions de Verbeek en 1896 ou Crom en 1915 le décrivaient comme un ancien cimetière situé au sommet d'un monticule. Mais des investigations plus approfondies n'avaient pas eu lieu jusqu'à ce que des rapports locaux attirent l'attention du gouvernement en 1979. Le nom Gunung Padang se traduit d'ailleurs par « montagne de l'illumination » car il fut utilisé pour des rituels religieux tout au long de l'histoire. L'Institut archéologique national indonésien a mené des études qui ont conduit à la restauration du site en 1985 et en 1998. Gunung Padang a ensuite été désigné site du patrimoine culturel provincial. Des études antérieures le considéraient comme un site mégalithique de grande taille, composé de terrasses en pierre, connu sous le nom de Punden Berundak, qui sont certes courantes en Indonésie, mais pas à la même échelle que Gunung Padang. D'autres études archéologiques ont été menées jusqu'en 2005, notamment des fouilles plutôt limitées, atteignant moins d'1 mètre de profondeur. Même s'il manquait une datation au carbone 14, on supposait que Gunung Padang était un site préhistorique construit pendant plusieurs centaines, voire quelques milliers d'années avant notre ère. Le climat tropical de l'Indonésie, caractérisé par d'intenses processus d'altération et de sédimentation, combiné à une végétation dense, a conduit à l'enfouissement et à la dissimulation d'anciens vestiges culturels. Cette étude illustre comment une approche globale, intégrant des méthodes archéologiques, géologiques et géophysiques, peut révéler de vastes structures anciennes cachées. L'étude de terrain de Gunung Padang a débuté en octobre 2011 et s'est poursuivie jusqu'en octobre 2014, comprenant plusieurs saisons de fouilles. Il s'agit de l'une des études archéologiques, géologiques et géophysiques les plus approfondies menées sur une structure ancienne enfouie en Indonésie. Les études ont indiqué que Gunung Padang n'est pas simplement une simple terrasse en pierre préhistorique, mais une véritable construction souterraine complexe avec d'importantes chambres et cavités. La publication précoce de ces résultats dans les médias, ainsi que les conférences publiques, ont suscité une attention et une popularité considérables pour Gunung Padang au niveau national, mais aussi mondial. Par conséquent, le ministère de l'Éducation et de la Culture a publié un décret en 2014 élevant le statut du site du statut de patrimoine provincial à celui de patrimoine national. Le sommet de la colline de Gunung Padang se caractérise par une surface plane et tronquée, ornée de terrasses en pierre agrémentées de menhirs. La moitié supérieure de Gunung Padang présente une surface remarquablement lisse, indiquant un moindre degré d'érosion. Le site comprend 5 terrasses rectangulaires et artificielles. La terrasse T1 s'étend sur 1200 m², la terrasse T2 fait environ 500 m², la T3 325 m², 290 m² pour la T4 et 270 m² pour T5. Ces terrasses sont ornées d'alignements de roches en colonnes dressées, formant des motifs spatiaux et géométriques. Pour les plus fins connaisseurs, vous aurez également remarqué que certains arrangements de colonnes observés à Gunung Padang ressemblent fortement à ceux trouvés à Nan Madol, dans le Pacifique. Curieusement, cette étude révèle que les terrasses en pierre s'étendent au-delà du sommet de la colline. Il a été confirmé que ces terrasses n'ont pas été construites récemment par les habitants locaux à des fins agricoles. Malheureusement, des portions importantes des terrasses en pierre situées sur les pentes des collines n'ont pas été préservées. Sous ce que l'on appelle l'unité 1, se trouve une couche plus ancienne de roches en colonne, présentant des techniques de construction plus sophistiquées. Ces roches en colonne taillées sont disposées comme les briques d'un bâtiment, liées avec du mortier. Les roches en colonne entrelacées sous la terrasse 1, T1, ainsi que la rampe reliant T1 à T2, sont alignées de la même manière dans une direction nord-est. Ces preuves confirment que l'unité 2 est un produit de construction humaine, remettant en question les notions antérieures selon lesquelles elle était constituée uniquement de roches naturelles en colonne. Les équipes ont cartographié un important effondrement de flanc sur le versant ouest de Gunung Padang. Une partie de son escarpement principal expose une unité plus ancienne située en dessous des unités 1 et 2. Les roches
contrairement aux vestiges naturels, sont empilés parallèlement à la couche et non perpendiculairement et ont été régulièrement taillés sur une longueur moyenne d'environ 1 à 2 mètres. Il existe également des roches fines et plates, distinctes, entre les blocs en colonne, probablement ajoutées pour resserrer la structure. Au niveau des affleurements sur T1, le mortier entre les colonnes a une épaisseur moyenne de 5 cm. L'escarpement, appelé bêta 2, est essentiel pour fournir la preuve des fondations de l'unité 2. Il révèle une limite distincte et soudaine à l'endroit où l'unité 2 rencontre la couche rocheuse sous-jacente. Ces roches en forme de colonne ont subi une altération qui a donné lieu à des formations de coins et de bords arrondis. Cette structure en piliers rocheux semble faire partie intégrante de l'ensemble de la construction. Le profil d'altération observé est plutôt intrigant, puisque l'altération naturelle se produit généralement en raison de l'exposition à l'air et à l'eau, entraînant une altération et une dégradation vers la surface du sol, plutôt que l'inverse, comme cela y est le cas, c'est-à-dire une altération qui commence au niveau du sol et qui augmente en profondeur. Des fouilles par tranchées ont également été menées sur 12 zones du site. Elles ont révélé que les pierres mégalithiques, à la surface du sol de l'unité 1, sont construites par-dessus l'unité 2, enfouies et plus massives. Des carottages ont été réalisés sur 7 sites sélectionnés autour du sommet de la colline. Le carottage le plus profond, sur T5, a atteint 36 mètres. Les forages ont pénétré l'unité 1, 2 et 3, ainsi qu'une section plus profonde de l'unité 4. L'unité 1 présente la couche arable proche de la surface, généralement de moins de 1 mètre d'épaisseur, contenant des roches basaltiques andésitiques fragmentées en colonnes. L'unité 2 est facilement identifiable, puisqu'elle est visible à la fois à la surface du sol et dans les tranchées. Elle est constituée de roches basaltiques et andésitiques en colonnes maintenues ensemble par un mortier sablo-limoneux d'origine anthropique. C'est très important. L'unité 3 partage des similitudes avec l'unité 2, mais se voit considérablement plus altérée. Cependant, l'unité 3 contient également des fragments de roches arrondies. La limite entre les roches colonnaires altérées et les roches arrondies dans l'unité 3 demeure floue pour les équipes. 2 remblais de sol distincts ont été rencontrés. Le premier type a une épaisseur allant jusqu'à 7 mètres et enfouit complètement l'unité 3. Le contact net entre les remblais de sol et le sommet de l'unité 3 suggère leur origine humaine plutôt que des formations naturelles du sol. Le forage sur la terrasse T2 a révélé que l'unité 2 avait été presque entièrement excavée avant que les remblais de sol ne recouvrent les structures restantes. Ces fouilles ont mis en évidence des blocs frais de basalte et d'andésite, observés au fond de tranchées, tandis que l'altération s'est progressivement intensifiée à mesure que l'on remonte vers la surface, notamment des rochers arrondis, qui se trouvent généralement dans les rivières, où ils sont transportés par roulement et abrasion par les cours d'eau. Cependant, la présence de ces rochers au sommet de la colline suggère qu'ils ont été amenés à cet endroit par l'homme. Le forage GP4 contient des données cruciales concernant la présence présumée de grandes cavités ou chambres sous la surface. Lors du forage, l'outil a rencontré entre guillemets une zone vierge, entraînant une perte de circulation d'eau soudaine et importante. La perte d'eau s'est poursuivie jusqu'à ce que la circulation totale des eaux non restituées atteigne environ 32 000 litres, 32 mètres cubes, à une profondeur de 14 mètres, ce qui nous a incité, disent les chercheurs, à arrêter le forage. La perte d'eau importante indique fortement la présence d'une grande cavité souterraine. Le forage GP5, quant à lui, stratégiquement positionné à proximité du centre de T5, a été initialement sélectionné pour enquêter justement sur la présence suspectée d'une cavité ou d'une chambre importante. Cependant, lors du forage, aucune caractéristique de ce type n'a été rencontrée. Pour approfondir cette possibilité, nous avons fouillé la tranchée ECHO 2, située entre GP4 et GP5. Malheureusement, la fouille n'a atteint qu'une profondeur de 4 mètres, ce qui s'est avéré insuffisant pour confirmer l'existence de la cavité. Au lieu de cela, nous avons découvert une paroi rocheuse abrupte. Des extrapolations et des fouilles plus poussées dans cette zone sont absolument nécessaires pour recueillir des preuves plus concluantes. Des forages GP7 ont également été réalisés pour étudier la présence d'une chambre primaire importante sous le centre du site mégalithique. Cependant, le forage a été arrêté à une profondeur d'environ 21 à 22 mètres sans découvrir de grandes cavités.
Je fais une petite pause à ce moment-là pour faire une petite intervention. Vous vous souvenez peut-être que dans la série Ancient Apocalypse de Graham Hancock, diffusée sur Netflix à la fin de l'année 2022, on nous assurait plus ou moins que des chambres existent dans la pyramide. Visiblement, à ce stade de l'étude, rien ne permet de le démontrer à 100%. Abordons à présent la partie de l'étude liée au carbone 14. Ont été collectés un total de 12 échantillons. L'analyse complète fournit des informations inestimables sur la séquence chronologique des constructions à Gunung Padang. Selon l'analyse, on estime que l'unité 3 a été construite au cours de la période de 25 à 14 000 ans avant notre ère. Après cette période, il y aurait eu une interruption s'étendant de 14 000 à 7 900 avant notre ère, avant que l'unité 3 ne soit finalement enterrée entre 7009 et 6100 avant Jésus-Christ. Fait remarquable, environ 2 millénaires plus tard, la construction de l'unité 2 a eu lieu entre 6000 et 5005 avant notre ère. Une autre interruption importante s'est ensuite produite entre 5005 et 2100, suivie par la construction de l'unité 1 entre 2000 et 1100 avant Jésus-Christ. Les âges estimés des unités correspondent à leur degré d'altération respectif. Les principales conclusions de l'enquête sont présentées sur cette figure, où les stratifications du radar sont classées. Lorsque l'on regarde en détail le tableau 3, je me rends compte que nous sommes face au même problème que celui que j'avais soulevé lors de mon commentaire imagé de la série Ancient Apocalypse. Certes, les datations au carbone 14 nous donnent des âges reculés, mais les échantillons eux-mêmes ne sont aucunement des preuves de matière organique issue d'activités humaines. Cette partie carbone 14, pourtant essentielle à toute cette entreprise d'investigation, ne constitue donc pas une preuve. C'est un peu comme les forages, pour chercher une chambre souterraine ou encore les conclusions décrites plus tard dans l'étude, liées à la présence d'une source d'eau entre guillemets sacrée, pérenne, près de la base de l'escalier mégalithique, soulignant les conditions hydrologiques uniques du site. Tout se solde par la même conclusion, à savoir des investigations plus approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement cette anomalie. Il y a aussi eu des relevés 3D pour prospecter la présence potentielle de chambres souterraines. Le relevé a utilisé 112 électrodes stratégiquement disposées, donnant une zone de relevé rectangulaire mesurant 135 mètres sur 15. Les résultats de l'enquête 3D ont permis une visualisation réussie des grandes cavités suspectées, comme le montre cette figure. La présence d'une extrême haute résistivité, accompagnée de couches environnantes de faible résistivité, délimite clairement ces chambres. La chambre principale, située sous la rampe entre T1 et T2, a été estimée à environ 10 mètres sur 10 sur 15, 10 de largeur, 10 de hauteur, 15 de longueur. De plus, cette très haute résistivité a également été observée sous T1 et T5, confirmant ainsi la présence de chambres supplémentaires. Cette étude démontre l'utilisation et l'intégration efficace de plusieurs techniques pour explorer les constructions anciennes, complexes, multicouches et étendues de Gunung Padang. La combinaison d'observations de surface, de tranchées, de carottage et de levées géophysiques se sont non seulement confirmées, mais également complétées, offrant une compréhension globale du site par la nature multicouche des constructions. Là pour le coup, on reconnaît que c'est bien plus parlant, bien plus précis et ça fait plaisir. Les mesures géophysiques effectuées à Gunung Padang fournissent donc des informations précieuses sur les structures souterraines et les constructions anciennes. Cependant, il est crucial de reconnaître les incertitudes, nous disent-ils, inhérentes associées aux mesures. Les caractéristiques 3D complexes, les niveaux des eaux souterraines, la teneur en humidité et les limitations des équipements peuvent introduire des incertitudes dans l'interprétation des structures géophysiques souterraines et la prévision de leur profondeur. Les divergences soulignent la nécessité d'être prudent lors de l'interprétation des résultats et soulignent l'importance de prendre en compte plusieurs facteurs et approches dans l'analyse. En raison des limitations du logiciel employé, les sondages radars ont utilisé une approche simplifiée en supposant une vitesse électromagnétique moyenne unique pour toutes les couches souterraines. Cette hypothèse introduit des incertitudes dans la caractérisation et la distinction précise des caractéristiques et des limites du sous-sol basées uniquement sur les données radar. L'utilisation d'une vitesse électromagnétique moyenne unique limite également la résolution et la précision des résultats d'imagerie. Des approches plus sophistiquées sont là aussi nécessaires pour saisir la complexité des structures souterraines. La tomographie est également soumise à des incertitudes,
notamment dans l'interprétation des données de résistivité. La relation entre la résistivité et les propriétés du sous-sol est complexe et influencée par différents facteurs. Comme le démontre cette étude, l'intégration de plusieurs méthodes géophysiques dans un relevé complet permet cependant d'atténuer les incertitudes associées aux techniques individuelles. En comparant et en confirmant les résultats de différentes méthodes, l'exactitude et la certitude des interprétations sont améliorées. Cette approche globale et l'intégration de méthodes géophysiques contribuent à une compréhension plus solide des structures souterraines, minimisant les incertitudes en fournissant une base fiable pour une analyse future et plus approfondie. Cette étude suggère fortement que Gunung Padang n'est pas une colline naturelle, mais bien une construction à forme de pyramide. Précisons pyramide à degrés. L'analyse de datation au carbone 14 conforte en outre, selon les chercheurs, la longue histoire de construction multicouche qui s'étend sur des périodes successives. La construction la plus ancienne, l'unité 4, était probablement à l'origine une colline de lave naturelle avant d'être sculptée puis enveloppée architecturalement au cours de la dernière période glaciaire entre 25 et 14 000 avant notre ère. Par la suite, Gunung Padang a été abandonné par les premiers bâtisseurs pendant des milliers d'années. Entre 7009 et 6100 avant notre ère, l'unité 3 a été délibérément enterrée, avec d'importants remblais de terre. Environ un millénaire plus tard, d'autres bâtisseurs sont arrivés à Gunung Padang et ont construit l'unité 2. Enfin, les bâtisseurs finaux sont arrivés entre 2000 et 1100 avant notre ère, construisant l'unité 1. Il est intéressant de noter que lors de la construction de l'unité 1, l'unité 2 est probablement restée relativement intacte et bien préservée. Cependant, l'unité 2 a ensuite été enterrée, en conséquence de quoi cette unité 2 est désormais dissimulée sous l'unité 1, qui comprend de simples terrasses superficielles en pierre ou Punden Beundak, représentant la dernière manifestation visible de Gunung Padang. Voilà, c'était long, c'était bon, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, je l'espère sincèrement car elle m'a pris énormément de temps. Et petit scoop, petite primeur pour vous, pour celles et ceux qui auront eu le courage de suivre la vidéo jusqu'au bout, sachez que dans quelques mois, je commencerai à travailler sur un itinéraire absolument incroyable sur l'île de Java pour aller y voir temples et volcans. Le Bromo, le Kawaïjen pour les volcans, et au niveau des temples, bien entendu, nous irons voir Gunung Padang, mais aussi Prambanan, Borobudur et bien d'autres encore. Rassurez-vous, on a le temps, car je projette ce voyage pour l'automne 2026, mais ça vous montre qu'il faut en général 2 ans et demi, pour que je puisse créer correctement les voyages auxquels vous participez. Et si vous voulez que je vous prévienne avant tout le monde de l'ouverture des inscriptions pour ce voyage, vous pouvez m'envoyer votre email à planetrow@gmail.com. Allez, on va s'arrêter là, et d'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne les amis pour de nouvelles réjouissances, merci d'avoir regardé cet épisode, cette grande enquête jusqu'au bout, et d'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.